Forum de médias, son âme réside dans la trilogie fidélité, efficacité et régularité. Ravi de nous retrouver à ces rendez-vous de tous les dimanches à 21h, avec bien entendu sa rediffusion le mardi à la même heure sur la télévision du développement. Pour des raisons que vous allez découvrir bientôt, nous avons invité le professeur émérite Grégoire Bakandeja. Cependant, voici comment est constitué le plateau de séjour. Nous partirons avec... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays, la République démocratique du Congo. Après l'analyste Abongo, nous avons... Jean Lokaka, cadre du PPRD. Ok, Jean Lokaka, cadre du PPRD. Ingénieur Kapangana, je suis agronome et fermier. Je suis aussi consultant en développement organisationnel et institutionnel. Je suis cadre de la société civile. Le fermier Kapangana, et ceci nous amène à notre droite, et à droite on retrouve Robert Ngambi. Je suis secrétaire permanent adjoint en charge des affaires provinciales, questions électorales et questions idéologiques, membre du bureau politique au Parti lumumbiste unifié du vénérable et immortel patriarche Antoine Gizenga de heureuse mémoire. Je détiens aussi une charge horaire à l'Université pédagogique nationale. Alors, la longue absence? Oui, on était dans beaucoup de pays au même moment, île Maurice, où nous avons, la RDC a été élue membre du conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme, et nous avions ramené encore un autre poste. La RDC va présider à la commission de validation des mandats à l'Assemblée générale qui va se tenir au mois d'octobre à Ouzbékistan. Voilà. Oui, c'est un pays dangereux, c'est un paradis fiscal. Hein? Voilà. Alors, après Ngambi, voilà, pour ceux qui posaient la question pourquoi est-ce qu'on ne le voyait pas, il vient de vous dire, il venait de l'île Maurice. Après Ngambi, nous avons... Oui, Aldarich Luboya, je suis le président de la Ligue des jeunes du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Félicitations Aldarich. Merci, directeur. Vous êtes nommé par une ordonnance présidentielle. Oui, effectivement. Merci. Hein? Voilà, c'est un honneur pour le groupe des formes de médias et nous pouvons applaudir. Merci beaucoup. Ok, alors après Aldarich... Arsène Badibanga-Boni, je suis acteur politique membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Je suis aussi chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Et nous terminons avec... Oui, Monsieur Baka Chabana, économiste de formation, vice-président de la Chambre de commerce internationale, analyste et chercheur sur des questions liées à la culture africaine. Alors, Baka, les disciples de Grégoire Bakandeja. Absolument, c'est un grand plaisir, vous savez, de se retrouver avec un grand. Et aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir, parce qu'il nous a formés. Et aujourd'hui, nous discutons sur l'avenir de ce grand pays. Et il doit être heureux, je l'espère. Et fier. Et fier même. C'est un honneur pour Bakandeja d'avoir des disciples. Les sommaires. Ce dimanche, les lampions de 9e G de la francophonie venaient de s'éteindre. Sans doute Kinshasa vient à cette occasion de passer avec brio son baptême de feu. Organiser une manifestation regroupant à son sein plusieurs nations du monde n'est pas un exercice facile. Dans ces numéros, nous allons essayer de tirer à chaud quelques conclusions provisoires, bien entendu. La République démocratique du Congo, c'est une puissance qui s'ignore. Elle sacrifie sa propre monnaie pour favoriser des monnaies étrangères.
Et les conséquences les plus incalculables, c'est les petits peuples qui en payent les plus forts. C'est la raison de la présence de Grégoire Bakandeja sur ces plateaux. Nous pouvons vous dire une bonne nouvelle aussi. À l'instar du studio Maman Angebi à la RTNC 1, par la volonté de la nouvelle direction générale, sur demande de la nouvelle coordination de la RTNC 2, le grand studio dans lequel nous nous trouvons portera désormais les noms de studio Lutumabangu. Il vous souviendra que Lutumabangu fut le tout premier coordonnateur qui avait dirigé cette deuxième chaîne nationale, RTNC 2, née sous les cendres de la télévision Okapi, créée par le ministre Masegabio, afin de soulager la RTNC 1, trop encombrée à l'époque par les discours politiques. Revenons à la monnaie, qui est l'attribut la plus importante pour tout pays qui aspire à un progrès dans tous les domaines. Professeur, vous êtes professeur, vous êtes aussi un homme d'État, pour avoir été ministre dans plusieurs ministères, à l'économie et au portefeuille, et à l'industrie aussi. Commençons par la monnaie. On parle de l'appréciation monétaire dans notre pays. Est-ce que le franc, on peut parler aujourd'hui que le franc s'apprécie? Monsieur le directeur, je dois d'abord préciser que tous les jours ici, nous suivons, les médias renseignent sur la situation des monnaies, des cours des monnaies. Et presque dans tous les pays, la monnaie peut se déprécier, peut s'apprécier. Donc c'est un phénomène qui est universel et qui s'accentue d'ailleurs lorsqu'il y a des crises, les crises financières, etc. Et donc on n'échappe pas à ça. Mais la monnaie, c'est un bien particulier. C'est un bien particulier parce qu'elle est à la fois une unité de compte, un intermédiaire pour les échanges et puis une réserve de valeur. Mais la monnaie, sa fonction tient à la confiance que lui manifestent les populations, c'est-à-dire à travers le pouvoir d'achat. Lorsque le pouvoir d'achat baisse, parce qu'il y a montée des prix, ce qu'on appelle l'inflation, alors en ce moment-là, on sent les pressions qui sont exercées sur les monnaies. Alors tout dépend des pays. Il y a dans les pays ce qu'on appelle les autorités monétaires. Il y a le pouvoir monétaire, c'est ça qu'on appelle les autorités monétaires. Les autorités monétaires ont plusieurs choix à faire pour essayer de jouer sur les pressions qui sont exercées sur l'économie. D'abord, il y a au niveau des politiques de change. Quelle est la politique de change qu'on a adoptée au Congo? La politique de change, il y a 3 instruments qu'on peut utiliser. Vous avez par exemple la réglementation et la convertibilité de la monnaie. Ça, c'est le premier instrument. Réglementation à travers un dispositif légal qui permet de rendre une monnaie libre pour sa détention. Et ça, c'est vieux, ça, depuis les années 58 dans les pays développés, où les économies fonctionnent sur la base de l'offre et la demande. On peut dire, bon, on peut déterminer la valeur de la monnaie sur le marché sans nécessairement que l'État intervienne. Mais il y a toujours, dans ces pays-là, des limitations sur les opérations qui sont exercées.
Alors, nous avons commis une erreur en 2001, parce qu'avant, nous avions une seule monnaie qui avait cours légal, c'était le franc congolais, à partir de 1998. Mais on a décidé après, et je crois que j'étais à l'époque au ministère de l'économie, tout ça, on a dit non, on va accepter la circulation concomitante des monnaies étrangères et de la monnaie nationale, et la réglementation qui a suivi, on dit la détention est libre. On a insisté, la détention est libre. C'est l'article premier d'ailleurs du règlement, de la réglementation de change. Dans notre pays, la détention de monnaies étrangères doit être autorisée. Elle ne doit pas être laissée à la portée de tout le monde. On peut échanger. C'est ça la grosse erreur qu'on a commise. Et c'est pour des raisons qui sont liées à la fois à la guerre économique. Lorsque nous avions adopté cette réglementation-là, le pays était divisé. Il y avait trois parties, la partie du MLC, la partie du RCD, donc, et là, on nous a pratiquement imposé d'accepter la libre circulation avec d'ailleurs des pressions qui étaient exercées par les organisations internationales et les ONG qui jouaient sur la situation du taux d'échange. Et ça, c'est la première difficulté. Donc, le premier élément, c'est la réglementation et la convertibilité de la monnaie. Deuxième possibilité, c'est le changement des parités. Ça, c'est dans des pays où on produit davantage, on peut changer de parité. Si vous changez la parité, vous baissez le taux de votre monnaie par rapport aux monnaies étrangères, vous avez beaucoup d'investisseurs qui viennent parce que vos produits vont coûter moins cher et inversement. Et la troisième possibilité, c'est l'intervention sur les marchés. Or, au Congo, on a la préférence pour des interventions sur le marché. Quand on intervient sur le marché, ça veut dire que la Banque centrale doit injecter des devises, acheter, vendre, tout ça. Et elle doit toucher ça sur les réserves officielles, puisqu'elle détient les réserves. Plus vous videz les réserves, plus vous allez vous retrouver dans le cercle vicieux. C'est un problème de choix, et je crois que nous devons nous servir des exemples des pays voisins qui nous entourent, qui ont des monnaies nationales. Nous avons l'Angola, qui a le Kwanza, nous avons la Zambie, qui a le Kwacha au niveau de la sous-région. Je ne vais pas citer vos voisins qui ont aussi le franc. Mais et pourquoi de l'autre côté ça marche? Quand on va dans des frontières, on ne peut rien acheter en dollars ou en euros en Angola. On ne peut rien acheter en dollars ou en euros en Zambie. C'est impossible. Vous devez passer par les bureaux d'échange et les banques, c'est le rôle même des banques. Alors donc il y a un problème de choix à faire en ce qui nous concerne. Alors quand on détermine les taux sur cette base-là, le taux officiel, c'est le taux officiel qui va être appliqué partout. Il faut assurer maintenant la surveillance des institutions financières, parce qu'au niveau des institutions financières, il y a aussi des taux qui sont appliqués. Et il y a des institutions de la microfinance, et puis vous avez des sociétés de télécommunications qui appliquent aussi des taux. Alors c'est ce désordre-là, et le franc congolais est vraiment attaqué par tous ces circuits-là, qui sont des circuits, je dirais, informels, normalement, mais qui sont légalisés par le fait qu'on dit que la détention est libre. Et c'est la discussion que nous avons eue lorsque nous avons préparé le décret le décret 31 janvier 2001, qui autorisait la double circulation, la circulation monétaire libéralisée en ce qui nous concerne. Voilà, ces éléments sont importants à prendre en considération avant d'arriver à la situation actuelle. Mais la valeur de la monnaie, elle tient à la production. Nous avons dit, il faut produire davantage pour vendre. Et en ce moment-là, votre taux, parce que le taux d'échange est au cœur même des relations entre les États. Les États échangent en tout cas des créances à travers les biens qui sont échangés. C'est une constitution qu'on appelle la balance à la fois commerciale, et puis elle devient balance des paiements avec toutes ces créances qui sont croisées. Alors, comment on a résolu le problème avant 2001?
Avant 2001, on avait décidé de créer des zones de libre circulation monétaire parce qu'on n'avait pas un marché d'échange. On a créé d'abord des zones de libre circulation monétaire lorsqu'on n'a pas réussi à instaurer la bourse congolaise des matières précieuses, là où se trouve la CENI. On a créé des zones de libre parce que les gens, comme on aime les minéraux, on voulait le faire au comptant. Alors que nous avons des pays de la région qui ont aussi des minéraux, mais quand vous allez en Angola, vous ne pouvez pas exploiter n'importe comment. Quand vous allez en Afrique du Sud, les zones minières sont des zones où il n'y a pas d'entrée, c'est interdit d'accès. Sauf au Congo, en 81, on a dit, bon, on va laisser les gens aller dans les concessions de la MIBA, etc. On a créé ce désordre-là. Ça fait que les gens maintenant sont habitués, ils doivent aller ramasser comme dans une forêt, chacun peut prendre comme il veut. Deuxième élément, nous avons dit, il faut surveiller les entreprises et établissements publics qui détiennent des comptes en monnaies étrangères et qui les utilisent de manière un peu bizarre. Vous savez, lorsque un DG, j'espère que Luboya va bientôt commencer à voyager, mais un DG qui doit voyager, il a des frais de représentation, il a des frais d'émission, etc. Donc ça grevait les finances des entreprises publiques et j'avais eu beaucoup de problèmes parce que j'avais décidé finalement de diminuer de moitié les frais d'émission, les frais de représentation pour contrôler toutes les masses monétaires. Alors la grande difficulté que nous avons maintenant, c'est que comme nous sommes dans le système de flottement de monnaie, on ne va pas sortir de là parce que c'est mondialisé, nous devons savoir comment assurer la maîtrise de nos devises. Est-ce que nous avons la maîtrise de nos devises? Non, nous n'avons pas la maîtrise de nos devises parce que, bon, elles sortent partout, les gens vendent, il n'y a pas de contrôle, le pays est dans cette situation-là. Il faut donc maîtriser la masse monétaire en devises, ça c'est la première des choses, et tout, maîtriser la masse monétaire en francs congolais, et ça c'est le rôle de la Banque centrale qui doit contrôler les activités des établissements de crédit, que les banques là, et tout ce qu'il y a comme bureau d'échange. Je crois que l'une des mesures, c'est de fermer les bureaux d'échange. Il faut avoir ce courage-là, ça va peut-être faire du mal. Quand vous fermez les bureaux d'échange, vous responsabilisez. Nous avons maintenant des institutions de la microfinance, il y en a suffisamment. Il n'est pas question de laisser les gens échanger dans la rue tel que ça se fait là. Vraiment, dans notre pays, c'est vraiment difficile de voir des gens sur les grandes avenues vendre, échanger la monnaie nationale par rapport à la monnaie étrangère. Donc, nous devons nous approprier notre monnaie, aimer la monnaie. Quand vous aimez la monnaie, vous lui donnez de la valeur, et c'est ça qui va faire que le pays va se redresser, parce que l'économie doit porter sur la production, produisons davantage, assurons la croissance, et redistribuons équitablement les fruits de cette croissance, et en ce moment-là, nous allons donner de la valeur à la monnaie. Voilà ce que je peux donner en résumé. Oui, en préliminaire. En préliminaire. Mais il y a quelques semaines passées, le gouvernement, par sa commission de conjoncture, avait énoncé quelques mesures pour encadrer le franc congolais qui piquait du nez. Mais la première impression que nous avons, que ces mesures n'ont pas atteint l'objectif. Quelles sont les failles qu'il y a dans ce... La première des choses, c'est l'avantage. Il fallait l'autorité de l'État. Parce que la monnaie, sa valeur, ça dépend de la décision politique. Il faut s'engager, prendre l'engagement de faire quelque chose. Et ça, c'est très important. Malheureusement, c'est conjoncturel. Et vous voyez que les taux de change ont été ramenés un peu à ce qui est un peu raisonnable. Mais on peut encore davantage aller plus bas. Si on continue le contrôle tel que je viens de le donner là, donc le contrôle par la politique budgétaire. Et je dois vous dire, j'ai expliqué là-dessus, politique budgétaire, quand on voit politique budgétaire, ça dit diminuer les dépenses des institutions, etc. Mais on oublie que nous avons des entreprises publiques qui sont aussi des institutions. Nous avons des établissements publics qui sont aussi des institutions. Donc on doit diminuer le train de vie
partout. Éviter les missions à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde un peu devenu village planétaire. On peut parler à distance. Il n'est pas nécessaire que les gens aillent en mission tout le temps pour faire du physique à physique. On peut le faire à distance par des moyens modernes, visioconférence. On peut régler les problèmes par là, au lieu de faire des déplacements. Il faut diminuer. Si vous constatez dans les ministères, il y a trop de missions à l'extérieur qui ne se justifient pas. Avec un nombre aussi important de gens, ce sont des devises qui sortent. Alors quand vous sortez ces devises-là, quand vous allez soutenir votre monnaie, puisqu'on est dans ce système-là où il faut nécessairement avoir ce qu'on appelle un matelas de devises pour pouvoir soutenir votre monnaie et aller de l'avant. C'est un peu ça. Vous venez de parler de la confiance que le peuple doit avoir dans la monnaie. Mais quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour que le peuple puisse vous savez, je vais vous donner adhérer à... Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, si vous vous souvenez à l'époque de Mobutu, lorsque on apprenait que Etienne Tshisekedi allait venir au pouvoir comme Premier ministre, la monnaie nationale avait sa valeur. Pourquoi? Parce qu'on dit, quand il va venir, il va mettre de l'ordre. Et on va sanctionner ceux qui vont faire de la déviation. Vous comprenez? Donc il y a l'autorité, et c'est parfois les hommes. Quand vous avez tel qui a telle fonction, les gens vont avoir peur du nom, il y a du sérieux. Donc ce n'est pas lié à des magies, hein. C'est lié au choix des gens qui doivent défendre la monnaie. Parce que le rôle principal d'une banque centrale, le rôle principal, c'est la défense de la valeur interne et externe de la monnaie. Il faut d'abord défendre, c'est ça l'objectif principal. Alors si vous ne défendez pas, vous n'avez pas d'autorité suffisamment sur les banques commerciales qui sont là, superviser leurs activités, celles qui ne respectent pas les règles, on les sanctionne. En ce moment-là, quand il y a du copinage dans la gestion financière, rassurez-vous que les résultats ne vont pas durer dans le temps. Donc on peut prendre des mesures conjoncturelles, oui, il fallait le faire parce qu'il faut penser au pouvoir d'achat, mais il faut aussi sur le plan structurel que nous nous organisions. Pourquoi nous perdons beaucoup d'argent ailleurs? C'est parce que nous ne travaillons pas. Au Congo, on ne travaille pas. Et le travail, c'est dans l'agriculture, dans l'élevage. Il n'est pas normal que les tomates, les oignons, les haricots, que ça vienne de l'extérieur. Si vous importez en devise, parce que vous devez acheter en devise, mais alors vous diminuez tout ce qu'il y a comme réserve. Mais les gens ne travaillent pas. Les choses les plus élémentaires. Moi, j'ai suivi à la télévision les producteurs kenyans. Qu'est-ce qu'ils vendent à la Chine? Des avocats. Mais est-ce qu'on n'a pas d'espace ici pour les avocats? Pourquoi nous avons la possibilité, on a le Congo central, c'est une terre très riche qui est à côté de nous ici, mais les gens préfèrent prendre les jus d'orange qui viennent d'Afrique du Sud, zone désertique, alors qu'il y a suffisamment de fruits au Congo. Est-ce qu'on ne peut pas faire des jus de mangue? Est-ce qu'on ne peut pas faire des jus d'ananas? Et tout ça. Vous savez, les ananas, par exemple, je prends l'exemple au Kassai, là, il y a beaucoup d'ananas. Par exemple, pour Kananga, là, quand vous passez, bon. Mais parfois, les ananas, les hommes, c'est des disputes avec les bonobos et tout ça. Donc, c'est pas... Alors que vous avez un pays comme le Ghana, l'une des richesses du Ghana, c'est l'ananas. Mais nous avons des espaces, les gens ne veulent pas travailler. Mais ils demandent qu'on leur donne tous les moyens, comme on voit ici à Kinshasa. Les gens ont faim, ils veulent que l'État leur donne à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut reformater le Congolais pour qu'ils sachent que chacun ne peut avoir que ce
qui relève de la sueur de son front. On a même vu que ça dans les écoles. Mais les gens préfèrent l'assistance. Et malheureusement, l'arrivée des ONG dans ce pays, ça c'est la catastrophe. Hein. Les ONG, avec les organisations internationales, le FAO, etc. Nous, on n'a pas besoin d'aide de la FAO pour nous amener de haricots, des riz à distribuer. Nous devions avoir la capacité, et je crois qu'à l'époque, nous mangeons le riz de Bumba. Il n'y en avait pas. Il y a le riz là, au Kassai, au Sankourou, et partout là, il y avait la pollution, mais les gens ne travaillent plus. Même au Maniema, il y en avait beaucoup. Hein. Ah, vous savez, c'est... Alors, professeur, et tout ça. Professeur, Oui. puisque nous sommes partis, si on peut faire un petit tour en arrière, on est parti $1 qui égalait 1 franc. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons $1 qui vaut 2500. Est-ce que si on faisait en sorte que nous puissions créer les nouveaux francs, ce n'est pas une solution? Bon, il faut se préparer pour créer une nouvelle monnaie, c'est-à-dire qu'il faut se préparer sérieusement, organiser l'État. Maintenant, je crois qu'il y a cette histoire de programme que vous avez, 145 territoires, mais ça ne doit pas être seulement l'État. 145 territoires, en dehors de l'État, il faut que des individus aillent dans leur village pour faire telle ou telle activité, donner du travail aux gens. Moi, je prends un exemple, je viens de suivre là. Vous savez même un type comme un joueur sénégalais, Sadio Mané. Sadio Mané est allé construire dans tout ce qu'il reçoit comme fonds, il construit dans son village, il vient même en aide à certaines personnes. Dans son village, il donne, je crois, 100 € par famille, etc. Mais il a développé des activités pour que ces gens-là aient du travail. Mais combien d'entre nous vont encore chez eux, dans leur village? Vous dites que dans le village, il y a des sorciers, vous ne pouvez rien faire dans vos villages parce que les sorciers vont vous attaquer la nuit. Mais moi, je vous dis, je suis dans mon coin d'origine depuis plus de 15 ans. Je ne suis pas mort. Je construis, je fais des choses à l'intérieur là. Les sorciers ne sont pas venus me tuer. Mais pourquoi? Et quand je suis en Afrique de l'Ouest, mes collègues professeurs m'amènent dans leur village, etc. Il y a l'eau, il y a l'électricité, les gens travaillent, etc. Mais combien des gens peuvent au Congo amener des étrangers dans leur village? C'est rare. Vous avez même ici à Kinshasa beaucoup de fonctionnaires, quand ils reçoivent leurs collègues étrangers, est-ce qu'ils peuvent les amener même chez eux? Ils ont même honte de les amener dans leur village, dans leur maison. Ils préfèrent la Gombe ici. Et vous voyez cette culture-là de se concentrer. On n'a pas développé les banlieues. Ailleurs, les villes, les anciennes villes, c'est rien que pour l'administration. Les gens vont dans les périphéries, construisent avec des projets d'aménagement, on déplace. Et en ce moment-là, on peut être à l'aise que de se confiner dans les centres-villes. Vous voyez, on est tous confinés dans les centres-villes. Les gens préfèrent les centres-villes de la Gombe que les périphéries. Hein. Alors, donc, il y a un travail qu'il faut faire pour reformater le Congolais qui a perdu des repères. Hein. Le Congolais, je crois que c'est la facilité, avoir tout facilement. S'il faut même tuer des gens pour avoir leurs biens, ça, il faut sortir de là. Et je crois que, monsieur le directeur, c'est un problème d'organisation. Si on s'organise économiquement et politiquement, parce que la dégradation de la valeur de la monnaie est liée à plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques, guerre d'appropriation de nos ressources, il y a des raisons politiques, nous n'avons pas de cohésion. Nous sommes un pays où, lorsque vous êtes à l'extérieur, au lieu de défendre votre pays, vous préférez vilipender votre pays. Mais ceux qui vous voient à l'extérieur, avec cette attitude-là, ne vont pas
donner des considérations, on ne va pas me faire confiance. Vous voyez, je prends l'exemple, puisque vous parlez des Jeux de la francophonie ici, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme gesticulation, manipulation, on a manipulé les gens, ne venez pas, il y a l'insécurité, etc. Quand les étrangers fréquentent votre pays, ça vous rapporte aussi de l'argent, ça fait partie du tourisme. Le tourisme, ça paye. Ceux qui sont venus là, il faut faire des statistiques pour savoir, il y en a qui sont logés dans les hôtels. Les hôtels là reçoivent de l'argent, c'est en devise. C'est comme ça que les pays se développent. Un pays qui n'est pas fréquenté par des étrangers ne va pas se développer. C'est pourquoi monsieur l'honorable qui est parti avec la délégation du Congo en île Maurice, l'île Maurice vit du tourisme. Et nous avons un pays magnifique. Tout le monde nous envie. Il y a la forêt, il y a des lacs verts, il y a des lacs bleus, etc. C'est que les gens cherchent, les montagnes sont là et tout ça. Mais on a une difficulté. Vous voyez par exemple maintenant qu'on a organisé les Jeux de la francophonie, on a mis quand même des jeux d'enfants, on voit quand même des parents qui amènent les enfants pour... Ça, c'est déjà un espoir. Mais il faut accentuer davantage de telles infrastructures sur l'ensemble du pays. Et les gens, vous savez, vers les années 70, on n'enviait pas les kilos, hein, parce que dans certaines provinces, c'était des véritables villes. Hein. Ouais. On avait tout. Mais maintenant, les gens ont quitté les provinces, ils viennent à Kinshasa, on a 17 millions. Donc il faut un autre projet d'aménagement du territoire qui va permettre de recentraliser le pays. La décentralisation a été un échec parce qu'elle participait de la balkanisation du pays. Il faut revoir la situation du Congo. Il faut repenser le Congo. Repenser le Congo en termes d'aménagement territorial. Et je vous signale qu'en 1960, nous avions 6 régions d'aménagement du territoire. Et les 6 régions, vous voyez que l'Église catholique a gardé les mêmes régions, là, c'était les provinces ecclésiastiques. Alors maintenant, on a saucissonné le pays. On a saucissonné le pays en plusieurs provinces, qui sont d'ailleurs des petits royaumes où des gens font du n'importe quoi. Vous voyez tout ce qui se passe là. Donc il faut repenser le pays et le réunifier à la fois spirituellement, mentalement et économiquement. Et en ce moment-là, l'intégration va réussir. On va dans l'intégration vers la SADC, vers le COMESA, etc. Si on n'est pas intégré en interne, on ne réussira pas l'intégration. Et si on s'intègre, c'est aussi un moyen d'avoir des devises qui vont permettre de soutenir la monnaie nationale et équilibrer un certain nombre de choses. Donc, on est dans la bonne voie, mais le contexte est difficile parce qu'il y a une crise mondiale. Il y a des crises internes, des crises sécuritaires, on décourage les gens avec les mombondo et tout ça, et il y a la crise médiatique. Il faut que nous soyons écoutés à l'extérieur, et je crois que le sommet de la francophonie a permis de faire du Congo un véritable État. Parce qu'à l'extérieur, on disait, non, là, c'est le noir, il y a la forêt, il n'y a que des gorilles, des montagnes, des bonobos, personne ne raisonne. Mais maintenant, le monde s'est rendu compte qu'il y a un État organisé, il y a un État qui aspire à devenir leader au niveau de l'Afrique centrale et retrouver sa place comme une puissance économique. Et nous sommes une puissance, mais il faut que nous le voulions. Et nous devons avoir ça dans la tête. Le problème, c'est que c'est le mental qui doit nous permettre de nous faire respecter. Et l'une des manières de nous faire respecter, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est d'avoir une force armée capable de défendre le pays et de faire peur aux étrangers. Ok. Alors, mes chers amis, nous avons un pays envié par le monde entier, mais nous avons la monnaie la plus faible. Que faire? Que faire? Robert Gambi. Merci, directeur. Je pense que le professeur a donné l'essentiel, mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut briser. Il y a une réalité que nous exportons le minerai et nous importons les produits de consommation.
Le président de la République, dans l'un de ses discours, voulait bien briser cette réalité en déclarant que ma vision, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Mais je l'ai toujours dit, malheureusement, la même logique d'exportation de minerais et d'importation de produits de consommation demeure, parce que jusqu'à preuve du contraire, le sol n'a pas encore vengé le sous-sol. C'est un problème réel. Ailleurs, lorsque vous exportez les minerais, la consommation est locale et les gens ne réfléchissent pas en termes de monnaie étrangère. Parce que vous voulez acheter un vêtement, vous voulez acheter les raisins, vous voulez acheter la banane, c'est les produites localement et donc l'argent reste au pays pour faire les transactions bancaires et soutenir l'économie et même le banque en termes de crédit qu'on donnerait aux entrepreneurs, ceux qui ont des projets pour créer d'entreprises. C'est un problème réel sur lequel il faut briser, lequel il faut travailler pour changer ces paradigmes. Et la confiance, ce n'est pas de l'amour, mais la confiance se mérite. La confiance de la monnaie, les gens ne vont pas se réveiller le matin pour dire oui, maintenant on est patriote, faisons confiance. Non. C'est le pouvoir d'achat, la stabilité qui fait que les gens augmentent de dire je peux avoir mes francs congolais en poche et faire de l'épargne avec pendant 6 mois sans que ça perde de valeur. C'est comme quelqu'un qui dirait aujourd'hui pourquoi on veut bien garder ces $100 en poche. Parce que ça garde le même pouvoir pendant, vous pouvez épargner pendant longtemps sans perdre le pouvoir, pour que ça ne perde son pouvoir d'achat. Et ça augmente la confiance par rapport à ça. Le professeur a soulevé un élément que nous avions dit dans une autre émission, ce qui est plus anormal. Je crois que les dispositions qui a permis qu'on dise la libre circulation des monnaies ou la concurrence des monnaies étrangères à la monnaie nationale, cette disposition devrait être rapidement revue s'il y a une disposition légale dans ce sens, parce que je crois sur ce plateau, chacun de nous a déjà visité un pays étranger. Nous sommes le seul pays où vous pouvez acheter des beignets en dollars. Tu présentes $5 chez une maman pour acheter des bottes de matembele. Elle prend rapidement les dollars. Mais quand tu demandes à maman, Nazana 10 000 francs Kogo Changenga, échange les athées. Ma thèse que je défends, la domestication du savoir, est un élément important pour changer tout. Le professeur dit, nous avons des bananes, nous avons ceci, mais pourquoi on ne produit pas du jus? Mais qui doit produire du jus? Ce n'est pas l'État. Ce sont des privés dotés de capacités. Les CRS que nous avons là, ce n'est pas l'État sud-africain qui a une usine étatique en train de produire. Mais les chimistes chez nous font quel travail? Les biologistes chez nous font quel travail? Les pharmaciens de chez nous, ils font quel travail? Vous avez un système éducatif qui, en fait, n'est pas... Je le disais dans une des émissions, je crois. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Vous pouvez avoir un pays qui aspire à la création, à l'innovation, avec un système de l'université qui n'oriente pas les gens vers les sciences. Aujourd'hui, quand vous allez à l'université, le département d'agronomie a moins d'étudiants. Le département de chimie a moins d'étudiants. Le département de mathématiques a moins d'étudiants. Biologie et toutes ces sciences-là. Mais quand vous allez en communication, je l'ai dit une fois, vous avez même les licences jusqu'à F. Bon, nous produisons, en fait, cette main-d'œuvre-là, c'est pour quel marché? Qu'est-ce que nous voulons développer beaucoup plus avec les gens qui font la communication et moins d'agronomes, d'ingénieurs agronomes, moins de vétérinaires, moins de physiciens, moins de chimistes. Vous avez une organisation de chimistes au pays organisé. Nos gens qui font, les ingénieurs qui sortent de l'IBTP, en termes de construction, sur le marché, ils sont utilisés où? Ils deviennent des chefs de chantier de Chinois. Et nous-mêmes, nous sous-estimons les produits que nous, les ressources humaines que nous mettons sur le marché.
aller tous les chantiers des marchés de travaux de construction. Entre autres facteurs, ces gens-là, ils consomment les francs congolais, mais ils doivent faire, comment on appelle ça en termes économiques, faire rentrer ce qu'ils gagnent chez eux en dollars. Quand un Chinois doit transférer ce qu'il gagne, les Libanais, les Indiens, les Chinois, qui gagnent des marchés ici, même les marchés publics, ce n'est-ce pas? Même les marchés publics donc financés par le Trésor. C'est un Chinois qui gagne, c'est un Libanais qui gagne, c'est un Indien qui gagne. Et en conséquence, même si vous lui donnez le franc congolais, il ne va pas les garder. Il prend les dollars sur le marché et il transfère les dollars chez lui en Chine, au Liban, en Inde. Tout ça devrait être revu. Mais pour revoir, il faut solidifier le système éducatif. Il faut promouvoir les sciences utiles. Les sciences humaines, je l'ai toujours dit, sont des sciences de consommation. Alors, Alderich? Merci, directeur. Bon, voilà, au sujet du taux d'échange, nous avons connu une dégringolade durant les dernières semaines. Et pour répondre à votre question, les mesures prises par les gouvernements ne servaient pas ou bien n'avaient pas pour objectif de redonner, on va dire, sa valeur au franc congolais. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, mais c'était pour stopper l'hémorragie, pour stopper la dégringolade. Parce que vous savez, la semaine passée, nous avons parlé du fait que le franc congolais par rapport au dollar, depuis ses origines, ne fait que perdre de sa valeur. Nous avons quitté à la parité 1 dollar égale 1 franc congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal à 2300 francs congolais. Changer la tendance implique la force de notre économie. Pour que le franc congolais puisse s'apprécier de manière structurelle, il faudrait que le Congo devienne fort économiquement. Parce que quand vous avez des devises qui se battent entre elles, permettez le terme, c'est l'économie la plus forte qui domine. Et c'est seulement dans ces contexte-là que nous pouvons renverser la vapeur. Mais aujourd'hui, les mesures qui sont prises, c'est pour stabiliser le taux d'échange. Et quel est le levier principal qui est actionné? C'est bien sûr la gestion de la masse monétaire. La gestion de la masse monétaire en francs congolais sur le marché. Pourquoi? Parce que quand vous avez le dollar et les francs congolais qui évoluent de manière libre, nous allons dire, le dollar étant la monnaie forte, il va toujours dominer sur le franc. Et plus vous aurez, parce que vous savez que nous sommes une économie, je n'aime même pas dire que nous avons une économie extravertie seulement, mais nous avons d'abord une économie étrangère. Tout ce qui est économie chez nous, c'est d'abord l'étranger. Ce sont les Libanais, les Indiens, tous ces étrangers-là. Ici, le Congolais, nous n'avons pas vraiment d'économie. Il y a M. Robert Ngambi qui disait tout à l'heure que nous exportons des minéraux, mais en réalité, ce n'est pas nous qui exportons des minéraux. Ce sont des étrangers qui viennent chez nous, qui exportent les minéraux et après ils ramènent l'argent chez eux. Donc nous personnellement, nous n'avons pas d'économie, nous avons une économie étrangère et extravertie. Et dans ce contexte-là, vous aurez le dollar qui est toujours plus rare que le franc congolais. C'est pour cela que, par exemple, parmi les mesures, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Banque centrale a dû importer des devises qu'elle a injectées sur le marché pour apaiser la tension sur le franc congolais. Mais il faut aussi se poser la question, ça sera pour combien de temps? C'est une solution, ça? C'est pourquoi je vous dis, nous sommes, et la fois passée, nous en avons parlé ici, nous avons dit que jusque-là, nous sommes en train de jouer à l'équilibriste. Nous sommes en train nous essayons de tenir la tension, nous allons dire, en équilibre, mais pour changer la donne, il faut aller vers des solutions beaucoup plus structurelles. Et ça passe d'abord par la production, impérativement, mais aussi même dans la gestion de ces devises. Par exemple, l'interdiction de la libre circulation des devises étrangères dans ces pays. Je pense que, comme dit le professeur, ça va faire mal, mais il est impératif que nous puissions nous normaliser. Tous les pays, même au Burundi, voisin, le petit Burundi, où les choses ne sont pas très en ordre, vous ne pouvez pas utiliser d'autres devises que la monnaie, que le franc burundais. Vous ne pouvez pas. Même quand vous allez au distributeur, vous avez une carte en dollars, vous la mettez, ce sont les francs burundais qui sortent.
Et ça, c'est un outil important qui permettrait à l'État congolais de mieux gérer la masse monétaire, parce qu'aujourd'hui, les mamans qui vendent des beignets, les jeunes qui ont des boutiques, des cabines, au fait, c'est des bureaux d'échange. C'est des bureaux d'échange et qui changent de la monnaie qui n'est pas contrôlée du tout. Alors, monsieur Balibanga? Merci beaucoup. Il y a un problème. Je crois que après les interventions de mes co-débatteurs, j'ai tiré quelques conclusions. La première conclusion, c'est que la RDC n'a pas que la guerre militaire, hein, par rapport à tout ce qui est équilibre monétaire, solidification de l'économie, croissance. La RDC n'a pas que la guerre militaire. Méfiez-vous. La RDC a aussi la guerre alimentaire. La RDC a aussi la guerre économique. Et ces éléments sont les agrégats très importants qui peuvent soutenir non seulement l'économie de production, mais aussi l'économie monétaire. On ne peut jamais parler de la stabilisation ou bien de l'appréciation d'une monnaie si au départ nous mettons de côté la relation offre-demande. Donc quand on intègre la relation offre-demande, nous allons déjà à la dimension de la consommation. Alors, comment contrôler la production si au départ, non seulement que l'étranger, avec la complicité de quelques politiciens, contribue à accentuer cette fragilité, à être à la merci de ces trois types de guerres? Ce sont là les questions que je me pose. Si au départ, on nous prive la production alimentaire, c'est-à-dire nous importons. Le professeur a parlé tantôt là des ONG. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Les ONG internationales plutôt ne sont pas venues pour donner la main forte au gouvernement. La plupart sont venus pour détruire les tissus économiques qui sont déjà fragiles. J'ai eu la chance de travailler avec Médecins sans frontières et par là j'ai circulé dans toute la RDC. En tant qu'entrepreneur, j'ai eu des contrats à l'intérieur. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le Programme alimentaire mondial et la FAO, au lieu de donner les outils de production aux villageois, au lieu de faire des mesures d'encadrement pour une production à la base, eux distribuent la nourriture gratuitement. Vous savez ce qui arrive quand on distribue la nourriture gratuitement? Parce que c'est un acte qui coûte le moins cher, les consommateurs ont tendance à négliger d'abord la production locale parce que ça coûte et prendre des choses gratuitement. Ce qui accentue encore la crise et décourage la possibilité de la production locale. Ça semble être un peu bénin, mais c'est ça la source du développement. Mais c'est ça le moyen nécessaire qui peuvent faire à ce qu'il n'y ait pas importation des biens, afin de favoriser la production interne. Du coup, nous voyons les francs congolais en train de dégringoler, pendant qu'il y a une bataille qui nous est menée dans ce sens. Vous savez, avec cette histoire de la MONUSCO, je ne peux rien vous apprendre, cette histoire de la MONUSCO qui s'arrangeait à partir de ces véhicules pour faire sortir les minéraux qu'on produit d'une manière frauduleuse vers l'étranger. C'est-à-dire, tous les dispositifs sont faits pour mettre ces pays à genoux, et l'œil du politique n'a pas encore été ouvert. Ça, c'est l'étape des chemins ou de voies qui nous mènent vers la solidification de notre économie, afin qu'il y ait la maîtrise sur tout ce qui est monnaie. La deuxième étape, un élément très important qu'il fallait aussi qu'on puisse souligner, c'est que nous pouvons bien parler de tout ce qui est dépréciation monétaire, tout ce qui est appréciation monétaire, mais en négligeant une chose. Nous manquons des paramètres, nous manquons des bases nécessaires, de données fiables qui peuvent faciliter l'applicabilité de la politique à la hauteur de nos enjeux ou à la hauteur des défis. Je m'explique. Vous avez des productions de francs congolais dans toutes les officines obscures au sein de ce pays, c'est-à-dire X ou Y s'est fait une machine de production de francs congolais qui vient de chez lui,
Et récemment, quand il y a eu un problème comme celui-là récemment, on allait découvrir que ce sont les étrangers qui s'associent à quelques fils du pays pour produire des billets. Et on a trop de faux billets en circulation. Les faux billets qui empêchent à la Banque centrale d'avoir des données nécessaires pour pouvoir contrôler et mettre sur pied la politique de la masse monétaire nécessaire. Vous avez parlé des ONG. Nous avons notre ami Lokaka qui a toujours dit un pays qui a des ONG, c'est un pays malade lui-même. Il a raison. Alors, Monsieur Baka. Bon, directeur, je manque de mots parce que les amis ont dit des très bonnes choses et je me sens frustré au même moment. Mais j'espère qu'à l'issue de cette émission, les autorités vont tirer les oreilles et faire suivre nos propositions, parce que les amis ont dit de bonnes choses. Nous sommes agressés économiquement, pas seulement par des étrangers, mais en complicité avec des Congolais. Mon ami a donné des éléments, je m'arrête là. Vous savez, pour résumer, parce que les amis qui nous suivent, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas une connaissance assez poussée en économie, mais en des termes simples, la monnaie se repose sur deux choses. Nous avons la production de biens et services et nous avons la confiance. Pour pouvoir produire, il faut que l'État puisse injecter des fonds nécessaires pour relancer l'outil de production. Mais malheureusement, si nous prenons le cas de l'agriculture, nous regardons dans le budget de l'État, je ne sais pas si c'est combien de pourcentage qu'on injecte dans ce secteur, pas plus de 3-4%. Mais le danger, c'est quoi, M. Noël et tous les amis? Lorsque cet argent est alloué au ministère de l'Agriculture, et en son sein, il y a des opérateurs qui travaillent et qui doivent bénéficier de ces fonds pour relancer l'outil de production. Malheureusement, quand l'argent arrive, ça ne se distribue pas aux vraies personnes qui pourront relancer l'outil de production, mais ça entre dans les poches des hommes politiques, parce que entre nous, tous les députés, ils ont des ONG et ils captent cet argent et ils utilisent à autre chose. C'est ça le danger. Donc l'agression n'est pas seulement vis-à-vis des étrangers, mais les Congolais eux-mêmes se comportent comme des terroristes. Ils se comportent comme, je ne sais pas le mot qu'ils utilisent souvent, comme des mercenaires de leur propre pays. Comment expliquer l'argent alloué dans un secteur donné, mais ce sont les mêmes politiques qui créent des ONG pour capter cet argent et faire autre chose. Bientôt, il y aura des tracteurs qu'on va distribuer, vous allez voir. Et j'aimerais mieux que les chefs d'État puissent suivre ça. Ce ne sont pas les opérateurs agricoles qui seront bénéficiaires, ce sont les hommes politiques. Et quand vous irez voir dans leurs champs, ça va rester là, sans produire. Donc je crois qu'il faut que l'État puisse nous aider. Je crois que les amis ont beaucoup parlé, que l'État nous aide. Nous devons apprendre à être sérieux dans la gestion de la chose publique, dans le ligne des dépenses, lorsque l'État essaye de donner l'argent dans les secteurs, il faut qu'il y ait suivi et encadrement. Sinon, tout ce que nous disons ici, ça ne va pas produire les effets parce que l'État n'est pas debout pour suivre réellement comment est-ce que les dépenses publiques sont exécutées. Le budget est là, mais dans l'exécution, on voit autre chose. Puisque vous êtes en train de parler de l'État, il y a une correspondance des téléspectateurs qui suivent les formes de médias. Si vous pouvez nous lire ces textes-là. Oui, vraiment, je vais vous lire rapidement. C'est un militaire qui nous suit, et voilà ce qu'il a dit. Messieurs les journalistes en charge du forum de médias, j'apprécie beaucoup le sens de votre émission et plus spécialement les niveaux professionnels et l'honnêteté intellectuelle des intervenants qui participent en ce moment à votre émission. Si le gouvernement actuel pouvait prendre en considération ces points de vue, je pense que nous, peuple congolais, n'aurons pas à déplorer la misère que nous connaissons aujourd'hui. Et courage et longue vie à l'émission. Monsieur KKD, instructeur militaire, il n'a pas donné son nom. C'est trop bon. C'est le militaire, bon, il a donné un point de vue, il le suit. Ça signifie que même les militaires le suivent. Oui, donc voilà. Il déplore Il déplore. Donc que
les pouvoirs, ne suivent pas ce que vous donnez comme conseil. Mais je crois qu'ils vont suivre, parce que lors de la réunion du Conseil des ministres hier, le chef d'État et le gouvernement, ils ont parlé de la monnaie, et il y a quelque chose qui m'a étonné, ils ont dit qu'il y aura des inspecteurs qui vont descendre sur le terrain pour voir le problème des prix. Je me dis, les prix. Qu'est-ce que nous produisons pour que ces gens-là descendent pour regarder? En tout cas, il faudrait que le ministre de l'économie, qui est aussi docteur en économie, qui vienne nous expliquer comment cela va s'appliquer. Parce que quand vous ne produisez pas, quand vous n'avez pas le pouvoir sur le prix, comment est-ce que vous irez contrôler? Et en plus, j'ai fait une enquête sur le marché, j'ai posé à une maman, mais la monnaie dollar est quittée. Il va prix quitter. Elle dit, papa, tu sommes qui a mon atout à 26. Si tu es quitté à 22, si tu as la ligne, si tu es quitté, c'est pas prix. Donc tu as la perte. Donc pour dire que voilà, l'homme congolais réfléchit. Donc comment est-ce qu'on peut. Les dollars baissent, et ça c'est la spéculation. Parce qu'il n'y a pas. Ce n'est pas soutenu par quelque chose de fondamental. Ce n'est qu'une spéculation. Et aujourd'hui, ça commence encore à prendre tendance à la hausse. Alors, ces inspecteurs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le marché? Ils vont contrôler quoi? Le prix, ou ils vont exiger à ce que le prix baisse? Mais ceux-là qui ont acheté à un taux élevé, vont-ils revendre à un prix bas et faire des pertes? Voilà, il faut que l'État puisse soutenir notre économie. Merci, M. Léon. D'accord, je pense que nous devons penser à ce qu'il y ait une réalité concernant l'appréciation du franc, au lieu que ce soit le mirage. Hein. Je voulais juste donner une information. On a fait un voyage en Argentine. On a trouvé une société en train déjà de dépenser la production des poulets à envoyer en République démocratique du Congo au mois de novembre. C'est pour le mois de décembre. L'Argentine prépare déjà des poulets. Nous sommes au mois d'août. Mais il se projette déjà le conteneur qu'il faut organiser des poulets pour la RDC. Et ce qui est grave, le prix de ces poulets à Kinshasa sera moins cher que le prix de poulet produit par des Congolais. Exactement. Donc l'État ne sait même pas fixer des règles pour le mois de pour protéger les producteurs alimentaires. C'est l'arme alimentaire en fait. On décourage la production locale par les importations. Les professeurs a commencé par là. Et tout ça parce qu'ils ont les intérêts, il y a des commissions dans ça. Donc ils préfèrent sacrifier. Il y aura la rétro-commission. Les professeurs a commencé par ça. Ah ben oui. Il a même parlé des tomates que nous importons. Ah oui. Alors, monsieur Lokaka. Je vous remercie. Je crois que je salue les intervenants. Professeur, quand vous venez comme ça, les Mwalim, on nous donne toujours les inspirations. Donc merci vraiment de votre participation. Merci. Prof a parlé de repenser l'État. Oui. Il faut requalifier sa marche, professeur. Je crois que nous sommes là. Et au regard de ces analyses, moi je pense toujours au socialisme scientifique congolais. Vous me faites plaisir parce que je suis un socialiste. Ah, merci, professeur. Donc, l'ingéniosité, le génie congolais et le Mwalim, le maître, le Ngangan Mayele congolais, dont vous êtes maître. Comment repenser le Congo? Son système politique, économique, culturel. Mais par rapport à un document d'État qu'on appelle le plan, pas Van Bulsen ou de la Constitution, de 30 ans pour mesurer que dans 10 ans on peut atteindre tel niveau, professeur. Et là, c'est le tout. La notion du tout est très complexe. Le professeur a toujours dit que les Congolais pensent seulement aujourd'hui et non pas la projection dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ça. Donc, réfléchissons le Congo dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe les animateurs, professeur. Et qu'on ait un groupe de gens qui veillent. Vous avez parfaitement raison parce que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle les services d'intelligence. Il y a l'intelligence politique, il y a l'intelligence économique, l'intelligence culturelle, militaire, tout ça se fait. Et c'est le travail d'ailleurs que devrait faire
le Conseil national de sécurité. C'est le travail d'intelligence. Donc ça, faut pas désespérer. Dans tous les pays, on pense 15, 20, 30 ans. Et je dois vous dire que dans beaucoup de pays, les ministres, parce qu'au Congo, les gens aiment l'exhibitionnisme, ceux qui dirigent, ce ne sont pas des ministres. Les ministres, ce sont des gens qui viennent pour exécuter des politiques qui sont préparées ailleurs. En ce moment-là, même si le ministre partait, parce que ce sont des pions qu'on peut changer, tout ça, celui qui va suivre, il va suivre le programme qui est élaboré. Mais au Congo, vous voyez que chaque fois qu'il y a un ministre qui vient, dès qu'il arrive, celui qui est passé par là ne connaît rien, et bon, il le reprend 3-0, il devient même son ennemi. Donc ailleurs, ça se fait au niveau des intelligences, et c'est ce travail-là, il faut que nous repensions l'État pour faire de cette manière-là. Il faut repenser, moi j'ai dit ça plusieurs fois, il faut repenser aussi l'État, c'est à travers la Constitution. Nous n'avons pas une Constitution, nous avons un chiffon constitutionnel. Alors, en ce moment-là, quand vous repensez l'État, vous allez appliquer les politiques d'aménagement territorial et pour que le pays soit intégré en interne, mais pour être intégré, il faut être organisé politiquement, pas dans le désordre actuel avec les découpages, tout ça. Il y a, sur les 26 provinces, les vraies provinces qui peuvent fonctionner, il y en a 6. Les autres là, ce sont des ligablos des familles. Oui. Alors, avec cette analyse, professeur, merci, il y a un petit constat que moi j'ai observé. Là, je suis dans la monnaie. Quand nous avons quitté le plan comptable général zaïrois de l'époque, ou congolais, nous n'étions pas préparés dans l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, qu'on appelle OHADA. C'est exact. Ce qui fait que toutes nos comptabilités souffrent. Je peux dire, quand on applique l'OHADA, toutes nos institutions seraient en faillite. Parce que les comptables n'étant pas préparés, ils ont des difficultés dans la mise en œuvre. C'est que le pays n'aime pas faire la promotion sur le OHADA. C'est le premier constat. Le deuxième, nous avons 8 organisations mafieuses du monde en RDC. Ce qui nous amène à une inflation galopante. C'est-à-dire l'Union européenne s'est organisée avec la mafia italienne, en général, parce qu'ils sont unis. Et les Américains, en partant de l'Argentine jusqu'au Canada, ils ont une mafia qu'ils imputent seulement aux Colombiens, mais toute l'Amérique. Les Chinois ont une mafia, parce que ceux qui viennent ici ne sont pas des officiels, généralement, mais ils utilisent l'étiquette de l'État chinois. Les Russes ont la mafia, actuellement chapeautée par Wagner. Les Japonais ont la mafia. Les Libanais ont une mafia. Les Indiens ont une mafia. Et toutes ces mafioses instrumentalisent notre État. Ce qui fait qu'ils placent même les ministres et les PDG des entreprises. Hein? Vous pouvez voir qu'une organisation qui a des conteneurs qui ne payent pas bien, c'est eux qui ont placé l'ADG, entre guillemets, DGDA et compagnie, pour citer. Alors, toutes ces mafioses ont pris les dirigeants de notre pays. Et il est comment, c'est-à-dire, ce que le Boya a parlé des marchés, comment quelqu'un d'officiel ne va pas opter pour un Congolais. C'est-à-dire, il y a une organisation mafieuse qui les tient. Alors, cette mafia s'est enracinée pendant ces 20 ans de notre pays, ou ces 40 ans. Ce qui fait que nos dirigeants, pour se débarrasser de la mafia, ont des difficultés. C'est comme ça qu'on doit repenser l'État, professeur. Parce qu'il se repose sur les mafiosi. Alors, il faut des experts pour démystifier les mafiosi qui ont placé les dirigeants. Et ça, c'est un travail d'un grand service d'intelligence et de sécurité. Et comme conséquence, nous ne sommes pas identifiés, professeur. Comment faire une projection d'un peuple avec quel calcul, avec quel histogramme de fréquence, avec quelle courbe? Vous allez voir les moyennes d'âge
qui participe. Donc, on a un problème très sérieux. Alors, de trois, c'est le civisme patriotique. Je ne sais pas s'il faut enseigner ça, comment méditer. Parce que j'étais choqué, professeur, ici, lors de nos événements de la francophonie, les chansons n'accompagnent même pas l'événement. Je me dis, la patrie a un problème. Parce que personne ne tient compte de l'événement de la francophonie par rapport à ce qu'on peut chanter. Bien sûr, nous avons des divergences d'opinion, mais face à l'image du pays. Et personnellement, je me dis, nous partons où? Parce que si vous êtes en Chine pour utiliser WhatsApp et tweet, ça pose un problème. Parce qu'on contrôle la communication. Et ici, chez nous, qui est politique? C'est tout le monde. Avec son téléphone, je lance le message. Qui contrôle qui dit à qui, quoi, pour quelle éducation? Donc ce civisme, qui doit être un instrument capable pour relever le défi d'un peuple, c'est-à-dire nos divergences. Et les quatre, c'est la religion. Je me dis, on ne sait pas avoir d'idée sur la prophétie, je m'excuse, mais qui prêche qui dans notre pays? Il les prêche où et quand? Il prêche le voleur. Alors, maintenant, on a un sérieux problème dans cette communication. Ils ont les espaces parce qu'ils ont le podium. Ils communiquent quoi? Par rapport à qui? Et comment? Pour quelle finalité? Comment capitaliser pour une nation en émergence? C'est aussi le problème de liberté, liberté en matière de détention de monnaie, liberté religieuse. C'est si ça devient une liberté. Donc il n'y a pas de contrôle. On peut arranger ça. Il y a déjà un pas avec l'introduction des cours de religion, n'importe quelle religion dans les écoles, pour que les gens apprennent à se respecter et tout ça. Il y a ce travail-là. La grande difficulté que nous avons, c'est que ailleurs, dans tous les pays, tous les suffrages sont un peu censitaires. Ce n'est pas tout le monde qui peut participer à une élection. On choisit les meilleurs. Les gens vertueux et éduqués. Parce qu'il faut être éduqué et vertueux avant d'aller affronter les autres, soit en politique, soit en économie, etc. Donc ça, c'est un problème que nous avons. On n'a pas appliqué la comptabilité WADA. Parce que c'est un pays des gens qui maquillent toujours les résultats. Il n'y a pas de transparence, tout le monde sait qu'il n'y a pas de transparence, malgré les 2 ans que nous avons eu pour adapter notre comptabilité à ces droits-là, qui implique qu'on fasse une transparence entre, voilà, dans le crédit, voilà si vous avez passif, actif, vous aimez les maquillages, et même ce que nous avions dans la comptabilité vient dans les entreprises. Je vais vous aider à redresser pour que ça puisse passer au niveau des contrôleurs internationaux. Donc ça ne va pas. Donc il faut reformater le Congolais parce que l'esprit des Congolais, c'est un esprit démoniaque. Ce n'est pas un esprit des gens qui veulent du bien pour autrui. Alors c'est ça qui pose problème. Merci. Alors, monsieur Kapangana, vous êtes agronome. On importe même les tomates dans notre pays. Quelle politique, vous qui êtes consultant en la matière? Bon, en fait, à commencer par le professeur, les amis ont vraiment développé tout ce qu'il fallait. Mais moi, je note seulement que vous savez qu'il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté politique, la pauvreté économique, la pauvreté culturelle, sociale, tout ça, jusqu'à la pauvreté religieuse dont il vient d'atterrir par là. Là, c'est criant. Donc, cette somme de pauvreté, vous comprenez, quand on vous dit il y a tellement de pauvreté, mais la pauvreté la plus importante, qui est en train d'entraîner d'autres pauvretés, c'est la pauvreté politique. Qu'est-ce que j'appelle pauvreté politique? Des lois qui ne sont pas des lois.
Quelqu'un vient de parler de la Constitution ici. Je ne sais pas quelle Constitution nous avons. Donc, ça, c'est la pauvreté politique. C'est le professeur qui a parlé. Donc, c'est la pauvreté politique qui est en train d'engendrer d'autres types de pauvreté. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Imaginez qu'il est... La loi congolaise dit que ceux qui vendent des minéraux, qui exportent des minéraux, doivent rapatrier 40 à 60%. Ça, c'est une mesure politique à pouvoir suivre. Qui suit cette mesure-là? Ça fait partie de la pauvreté politique. C'est-à-dire que vous êtes incapable de pouvoir appliquer vos propres lois. C'est une pauvreté. Et c'est l'ensemble de toutes ces pauvretés qui fait qu'à un moment donné, on ne se retrouve pas. Mais pourquoi est-ce que quand vous allez à Brazzaville, vous ne pouvez pas utiliser autrement CFA? Et le franc CFA de Brazzaville est une devise en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous voyez, donc il y a un contrôle d'échange en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas utiliser le CFA de l'Afrique centrale, vous ne l'utilisez pas en Afrique de l'Ouest. Donc le fait de ne pas être capable de suivre ses propres lois, de les appliquer, donc cette pauvreté-là engendre toutes les autres pauvretés que nous pouvons imaginer. Il n'y a pas de production, mais c'est parce qu'il n'y a pas de mesures politiques qui incitent à la production. Il n'y a pas, nous avons une économie extra fertile. Donc tout ce que vous pouvez imaginer repose sur cette pauvreté qui est au sommet. Parce qu'en fait, c'est la politique qui diligente tout. Il ne faut quand même pas se dire, bon, parce que nous sommes des citoyens, chacun peut... Non, il y a quand même quelqu'un qui tire de ficelle. Donc, c'est la somme de tout ce que nous sommes en train de déplorer ici, c'est le fait que notre politique, enfin, nous avons une pauvreté politique telle que... Voilà les assemblées depuis les élections qui sont revenues en 2006. Combien de lois on a pondu? Mais ce sont des lois, je ne sais pas, mais l'essentiel de la marche du pays n'est presque... Est-ce qu'il y a des lois... Moi, j'ai toujours attendu les lois de développement, les lois qui nous aident à nous développer dans ce pays. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous en connaissez qui peuvent aider les gens à se développer? Donc, c'est ça, cette pauvreté politique, nous pouvons toujours, on va pleurnicher autour, mais c'est la pauvreté politique qui est tout à fait impliquée. Tout à l'heure, je voudrais quand même dire un mot sur les ONG dont on parle ici. Les ONG, on n'est pas ONG dans un pays comme le Congo qui veut. Il y a une loi que l'État congolais a mis en place pour pouvoir vous dire, vous êtes ONG, vous êtes ceci ou cela. Voici toutes ces ONG qui arrivent ici. Elles passent par Kinshasa. Et tout le monde dit, moi je vais à Goma. Dit non, là il y a déjà trop d'ONG. Moi je ne peux qu'aller à Goma, à prendre ou à laisser. On se retrouve à Goma. Encore une fois, pauvreté politique. Incapable de prendre une décision pour dire non. Il y a moyen quand même d'aller aussi dans d'autres coins du pays. Parce que si vous voulez développer l'agriculture, à Goma, il y a quand même déjà quelqu'un qui le fait. Quelqu'un d'autre pouvait aussi aller ailleurs. Aménagement du territoire. C'est ça. Voilà. Nous ratons dans ça. C'est l'unification. donc, c'est ce sens-là de manquer d'autorité dans votre propre pays. Vous n'êtes pas à mesure de vous imposer, vous n'êtes pas... Donc c'est ça qui pose problème. Et vous n'allez quand même pas dire, non, ce monsieur-là, à prendre ou à laisser. Moi, si je ne vais pas à Goma, je rentre avec mon argent. Et si vous voulez que j'aille à Goma, vous avez votre parti. Donc, c'est un peu cette histoire-là. Donc, moi, je me dis... Il allait à Goma pour financer la... Donc, tout se résume pour moi en pauvreté politique qui est en train de vouloir maintenant entraîner d'autres types de pauvreté, tout simplement parce que l'État n'arrive pas à assumer ses responsabilités. Et comme l'État n'assume pas, qui voulez-vous qu'il puisse assumer les responsabilités à sa place? Voilà un peu ce que moi, je résume tout en pauvreté politique. Bien résumé parce que il y a l'adage qui dit « Faites-moi une bonne politique et je vous ferai une bonne économie. » Voilà. OK, Madame Abongo.
Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour la parole. Je me dis, qu'est-ce que je peux dire après que tout le monde a eu à dire quelque chose d'important et que si le politique congolais pouvait suivre et capitaliser tout ce qui a été dit ici, je crois que le Congo serait gagnant. Ce que je peux dire par rapport à notre monnaie, beaucoup a été dit ici, une monnaie soutenue par la production locale. Si nous ne produisons pas, nous chanterons ce chant chaque jour de notre vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il faudra changer de narratif. Il faudra changer de narratif si nous voulons voir un changement. Et moi, comme solution, je me suis dit, le gouvernement doit considérer l'agriculture comme premier secteur avant la sécurité. L'agriculture doit être la priorité si nous voulons demain reconquérir notre économie, si nous voulons demain produire pour notre subsistance et le surplus, nous pouvons l'exporter et non faire le focus seulement sur les minéraux parce que notre économie est tellement extravertie. Le gouvernement doit favoriser la libre entreprise, c'est-à-dire créer l'émulation afin qu'il puisse y avoir l'émergence des entrepreneurs congolais et que ces entrepreneurs soient aussi protégés, c'est-à-dire un fils du pays qui veut entreprendre. Parce que nous devons travailler dans la durée. Quelqu'un a dit ici, il faut prendre des mesures structurelles. Des mesures conjoncturelles, c'est pour un temps. Lorsqu'on dit, par exemple, il faut qu'on ferme les maisons des cambistes, c'est-à-dire interdire aux cambistes de changer l'argent, c'est une mesure que vous prenez maintenant. Il faudra au préalable préparer la population. La population, les jeunes qui font ce genre de travail, vous allez leur dire qu'ils arrêtent. Et en remplacement, qu'est-ce que vous allez leur offrir? Est-ce que le gouvernement a une politique d'emploi? Est-ce que le gouvernement crée de l'emploi pour la population? Le gouvernement ne le fait pas. On engage sur base de recommandations et voilà, la grande partie de la population est dans le chômage. Donc il faudra favoriser l'entrepreneuriat congolais. Il y a une infime, c'est-à-dire une petite quantité d'entrepreneurs. Il faudra faire en sorte que le nombre puisse croître. Et le gouvernement peut s'atteler là-dessus. Donner les moyens à ces jeunes, donner les moyens aux jeunes femmes, aux hommes qui veulent commencer des business dans tel secteur ou l'autre et faire aussi un suivi, les protéger face aux opérateurs étrangers. Parce qu'aujourd'hui, notre économie entre les mains de cette catégorie-là que nous connaissons, ils peuvent aussi créer des couacs pour que les nôtres ne puissent pas émerger. Ou simplement leur dire, vous pouvez vous arrêter à tel niveau, telle chose, laissez-les aux nationaux. Le petit commerce, on en a parlé dans le Conseil des ministres sur le petit commerce. Le commerce détail et semi-détail, c'est réservé aux nationaux. Et les sous-traitants. Mais on est là les entrepreneurs, mais on nous sous-traite tout. C'est un Indo-Pakistanais qui vous vend un bic, alors que le petit commerce est réservé aux nationaux. Donc, on doit repenser les choses, remettre les choses à leur place. Protéger l'entrepreneur congolais face aux opérateurs étrangers et donner aussi des espaces à ces entrepreneurs-là et commencer petit à petit à réduire l'influence qu'ont les opérateurs étrangers sur notre pays. Donc, commençons d'abord par les préalables avant que nous puissions un jour reconquérir l'économie de notre pays. Voilà. On dit, les exemples viennent toujours d'en haut. La monnaie, c'est nous-mêmes qui devons protéger la monnaie. Mais ceux qui nous dirigent doivent nous montrer l'exemple. Vous savez, à l'époque, Mobutu, pour pousser les Congolais à utiliser les Zaïre monnaie, le billet le plus fort, c'était 10 Zaïre. Le billet le plus élevé en valeur, c'était 10 Zaïre. Parce qu'un Zaïre équivalait à des dollars. Alors, l'équivalent du franc, c'était l'Elikuta.
Il y avait des Senghis. Alors, un jour, qu'est-ce que Mobutu a fait pour voir si les membres du gouvernement suivaient la politique, suivaient sa vision? C'était à la foire. Il a mis une Mercedes, Bobby Ladawa, pimpant neuve là. Il dit parmi les PDG, à ce moment-là on les appelait le président PDG, parmi les PDG et parmi les ministres, c'est lui qui me sort là, tout de suite là. Un Likuta de sa poche, il prend la Mercedes. Personne n'avait un Likuta en poche. Aujourd'hui, nous avons le franc congolais. Mais quand Kabila, Laurent, crée le franc congolais, il avait 1 franc, 5 francs et 10 francs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez rien acheter avec. Le franc n'existe même pas. Ce n'est pas en circulation. Ce qui n'est pas normal. L'unité monétaire n'existe pas chez nous. Et personne n'y pense. Et ceux qui nous dirigent, viennent de là où... Ceux qui nous dirigent, la plupart, viennent de là où il y a cette rigueur. Mais quand ils viennent ici, ils deviennent fous. Quand ils sont à l'extérieur, ils deviennent normaux. On a des embouteilles dans le pays. Donc, c'est grave. Très grave. Et comme disait celui que vous venez de lire là, il dit, est-ce que ce que vous dites à l'émission, les hommes politiques vous suivent, ceux qui nous gouvernent suivent? Nous disions ici, dans cette émission, quand Tshisekedi prend les pouvoirs, attention, attention, Lumumba et Kasavubu s'entendaient très bien. Mais qui les divise? L'étranger. Au forum. Nous avons donné l'exemple de Kalonji. Nous avons passé les messages de Kalonji en disant, on mettait dans ma bouche des choses qui m'opposaient à mon propre frère Lumumba. Nous avions dit, Félix doit faire attention avec son frère, le prédécesseur. Mais qui les ont divisés? Les étrangers. Donc, merci de vos analyses. Les gens vous suivent. Merci, professeur. Vous vous donnez beaucoup de peine quand vous devez abandonner ce que vous alliez faire, ce que vous alliez réfléchir et venir à l'émission. J'espère que ceux qui vous suivent doivent savoir qu'ils doivent avoir besoin de vous. Le vrai gouvernant, on dit, ce ne sont pas ceux qui sont visibles. Les vrais gouvernants, ceux qui sont invisibles dans l'ombre. Un vrai pays qui veut le progrès ne doit pas avoir peur de ceux qui ont de belles idées, ceux qui savent. Ceux qui savent, on doit les approcher. Ceux qui évitent d'approcher ceux qui savent sont les ennemis du pays. Ils n'ont pas l'amour patriotique. Dans l'amour patriotique, on doit approcher ceux qui savent, parce qu'ils doivent être utiles au pays. Ça s'est fait que dans le sport, on choisit les meilleurs. Mais dans la politique, malheureusement, c'est la médiocrité. On choisit les moins bons. Moins bons. Ouais, j'espère. Professeur, vous êtes des collègues de forum. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Vous êtes des collègues parce que les réflexions qu'on mène, c'est comme ça que ça se fait partout ailleurs. Les gens réfléchissent pour améliorer les situations et notre pays est en difficulté. Nous sommes au service de ce pays. On offre gratuitement. Ce qu'on fait là ailleurs, ça se paye. Mais ici, c'est gratuit, donc c'est très important, monsieur le directeur. Ce que vous faites comme travail, ça ne paye pas maintenant, mais ça paye pour l'avenir. Nous, on n'est pas là pour le présent, on est là pour l'avenir. Merci, professeur, d'être venu. On peut vous libérer. Alors, si la réalisation peut nous a donné
5 minutes seulement pour que nous puissions parler d'un événement le plus important qui vient de se passer. Quelles conclusions nous pouvons tirer là-dessus? Rapidement, Robert Ngambi. Bon, c'est qu'il faut remercier le président de la République qui a tenu. Un pays améliore son image également par la tenue sur son territoire de grands événements de portée mondiale, ce qui est plus important. Je vous dis qu'il y a eu beaucoup d'embûches sur le parcours. On devrait arracher l'organisation de ces Jeux à la RDC parce que, mais le président de la République a tenu et on a sauté tous ces pièges aujourd'hui. C'est un événement important qui montre au monde qu'au Congo, le Congo n'est pas que capitale de viol comme à un moment on nous avait qualifié capitale de ceci, mais que le pays existe, fonctionne avec un peuple enthousiasmé, un peuple très accueillant. Et donc, félicitations au gouvernement de la République, au-dessus de tout le monde, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de marquer un grand coup dans son mandat, l'arrivée de pape, c'est quoi, on appelle Saint-François. François. Oui, il n'est pas encore saint. Ok, alors monsieur... Oui, rapidement. Rapidement, donc, bravo au gouvernement congolais pour l'organisation de cet événement grandiose. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais en tout cas, les Jeux ont été quand même bien organisés. Félicitations. Bravo à la population congolaise qui a bien accueilli les Jeux. Nous avons remarqué jusqu'à hier l'émulation qu'il y avait. Il y a de longues files qui se sont tenues le long des stades parce que les gens voulaient voir. Et maintenant, nous voulons aussi saluer quand même ce civisme naissant de certains Congolais qui ont veillé à la protection des infrastructures et certains même ramassaient les déchets à la fin des matchs et tout ça. Et nous aimerions recommander que comme maintenant il y a des infrastructures, que le gouvernement puisse relancer ou raviver la flamme de l'athlétisme en République démocratique du Congo en relançant les championnats au niveau scolaire. Ok, une minute, mon cher Badibanga. C'est une très grande victoire, d'abord à mettre à l'actif, premièrement du peuple congolais, et ensuite du président de la République qui est le premier citoyen d'entre nous tous, qui, contre vents et marées, a surpris les mauvaises langues et les prophètes des malheurs. Les Jeux de la francophonie se sont tenus dans ce pays sans incidence, avec 100% comme taux de réussite, peu importe les manipulations. Nous remercions le président et nous l'encourageons de continuer dans ce sens parce que le jeu de la francophonie est une base très importante pour d'autres compétitions internationales à l'avenir, afin que nous puissions, pourquoi pas ne pas songer à l'organisation de la Coupe d'Afrique de la Nation avec cette allure et dans cet élan. En tout cas, un coup de chapeau à chacun, un coup de chapeau à tout le monde, un coup de chapeau au président de la République pour avoir réussi et avoir défié la pesanteur des Congolais de mauvaise qualité. Ok. Vous voulez dire sans incident, hein? Sans incident. Ah oui, c'est sans incident. Sans incident, c'est pas sans incidence. Oui, merci M. Noël, on n'a plus le temps. Le Congo a gagné. Merci beaucoup. Merci à la population, merci aux organisateurs, merci au gouvernement et pourquoi pas au chef de l'État. Je l'ai vu 3-4 fois sillonner les chantiers. J'aimerais mieux qu'il fasse dans d'autres choses aussi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Un travail sans contrôle, ce n'est pas un travail. C'est pas un travail. S'il le fait dans d'autres secteurs, le Congo va aller un peu plus loin. Ok. Madame Mabongo. Moi-même, j'ai participé à ces Jeux. En étant au stade, je me sentais très jeune. Et j'ai vu pendant les 10 jours comment les jeunes se sont distraits sainement. Au lieu de remplir les terrasses, les bars, mais les jeunes ont été dans les stades. C'était très beau à voir les événements en live. Et là, je félicite le gouvernement pour le travail accompli et j'ai compris que l'impossible n'est pas congolais. C'est-à-dire, on ne donnait pas de chance à la RDC d'organiser ces Jeux. Malgré les obstacles qu'il y a eu, on s'est battu, le gouvernement, le chef de l'État. Tout le monde a mouillé les maillots pour que le Congo sorte gagnant aujourd'hui. Et après ces Jeux, nous pouvons demander à organiser des championnats
dans notre pays et ne pas s'arrêter seulement à Kinshasa, construire aussi à l'intérieur du pays, dans toutes les grandes villes de notre pays, pour que notre pays soit à même d'organiser des grands championnats. À chaud. Oui, en tout cas, j'aime ma voix, celle des amis. Ça a été très, très, très bien dans ce pays-là. Personne ne pouvait croire que la RDC était capable de ceci, mais moi je me dis, tant qu'on l'a vu avec le pape, moi je me disais, ça, c'est plus facile que le pape. Donc j'avais pensé quand même que nous devions réussir et on a réussi. Je pense que félicitations au président et au gouvernement et maintenant aussi aux Congolais. Une quarantaine de pays sont arrivés ici au pays. Une quarantaine. Donc ça veut dire que la francophonie en compte une 80aine. 88. Donc nous avons quand même atteint le niveau acceptable. Ça, on peut quand même se le dire. Et j'ai dit, maintenant que nous avons des installations qui manquaient, parce que je crois qu'il faut quand même le dire, mais les prochains Jeux à travers le monde, il faut compter avec la RDC. Parce que maintenant, nous avons une base qui nous permet quand même de croire que nos jeunes peuvent maintenant se comparer aux jeunes du monde. D'accord. Alors, monsieur Lokaka. Je vous remercie. En tout cas, je salue les organisateurs. Ils méritent nos honneurs patriotiques. Le Congo de Lumumba et de Kimbangu a été fréquenté, visité. Et c'est à l'honneur. Ils méritent quand même notre attachement patriotique. Ce que je peux retenir à mes frères congolais, que maintenant nous avons les infrastructures, comme Doyen a dit. Nous ne sommes pas experts dans la protection de ce qui existe. Donc relevons quand même les défis de protéger le peu que nous avons. Donc engageons-nous à protéger prochainement avec l'élan, parce qu'on manquait les salles à la hauteur internationale. Maintenant nous avons ça, et ce qui fait que on peut s'exercer pour avoir plusieurs médailles. Donc protégeons ça. Un mot pour la sécurité. Je profite de l'opportunité pour remercier tous les agents de l'armée, de la police, des services de sécurité. Après avoir discuté avec beaucoup d'athlètes, ils étaient bien protégés dans notre beau et cher pays. Et donc ils méritent beaucoup de soutien, beaucoup de courage. Pour les Jeux, allez réfléchir, puisque je vous ai dit que c'est à chaud que vous avez réagi à chaud. Mais maintenant, il faut tirer la conclusion. La semaine prochaine, nous allons tirer la conclusion sur l'ensemble de Jeux, de médailles nous avons gagnées, dans quelle discipline. Et ainsi, nous pouvons aussi revenir, puisqu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aborder les sommets, Russie-Afrique, faute de temps. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'attention que vous avez accordée à l'émission. Merci à ceux qui nous écrivent. Merci. Je demande encore une fois, les numéros que vous avez au bas de votre petit écran, c'est pour écrire, c'est pas pour nous appeler, parce que quand vous nous appelez, vous ne saurez pas suivre l'émission. On ne peut pas en même temps appeler et suivre l'émission. Faites un message après l'émission, comme ça nous vous lisons. Les bons messages, on les lira, comme on vient de lire les messages de cet homme de l'armée. Et toujours, n'oubliez pas de signer les messages. Parce que quand un message n'est pas signé, c'est des trappes. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour la confiance que vous nous faites. Merci les intervenants. On vous respecte parce que vos analyses sont bien respectées. À la prochaine sur la télévision du développement. Et nous vous rappelons que ce studio désormais sera inauguré la semaine prochaine et prendra le nom de Lutu Mabangu, les tout premiers responsables qui a lancé cette télévision. Au revoir, à la prochaine.
Bomoni na mokili Afrika lobi molili esili Bande koto tika boswate Na boyokani bobiso na pebo Tokibwa bayeta unité kosi